Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, comme tous les jours de 16h à 18h en direct en ce mercredi. Nous sommes le 3 mars, bienvenue à vous avec une équipe au complet encore une fois aujourd'hui. Je salue d'abord DJ Nabil qui fait la réalisation en studio, n'étant pas en studio aujourd'hui. Et nous sommes tous dispersés d'ailleurs. Et notre ami Karim Alouache, banquier d'affaires, est à Bondy en direct de la marche silencieuse pour le jeune Ayman de 15 ans qui, vous le savez, a été tué vendredi dernier, tout simplement à Bondy. Karim, bonjour, tu es en direct donc de cette marche. Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices et auditeurs. Je suis en direct devant l'espace Nelson Mandela où malheureusement le petit Ayman a été, assassiné de manière odieuse et crapuleuse la semaine dernière. Il y a beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de tranquillité et il y a beaucoup de sensibilité et une vraie incompréhension puisque ce gamin était un gamin qui ne cochait aucune case des critères de la délinquance, qui aurait pu pousser à la délinquance, ni comme certains l'ont pu le dire, le phénomène ou les conséquences de la crise sanitaire. D'ailleurs, tu as choisi Tu as choisi d'y revenir tout à l'heure, on en reparlera avec toi, bien entendu, avec les auditeurs aussi. Au 01 40 33 9000 pour t'accompagner aussi. Audrey Pronosti, journaliste. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Karim. Et puis je veux dire Philippe, c'est pas grave, je spoil. Voilà. Ouais. Je peux pas dire merci bonjour Audrey, à Karim et je peux mais je peux pas dire bonjour à Karim sans dire bonjour à Philippe. C'est pas possible. Alors toi Audrey, tu as choisi de revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Algérie. Hier soir, il a un peu surpris tout le monde à propos du militant avocat Ali Boumedjel qui, vous le savez, a été considéré comme s'étant suicidé en 1957 et la France a reconnu officiellement hier soir par la voix du président de la République Emmanuel Macron que Ali Boumedjel avait bien été torturé, assassiné par l'armée française. On y reviendra évidemment. Alors, si je peux me permettre, Christophe, juste, en fait, c'est pas exactement ça. Le texte que j'ai écrit, c'est un texte sur le devoir de mémoire, mais par contre, je n'ai pas parlé en soi de Ali Boumedjel, en fait, parce que en fait, Tarek Mamili, il va en parler un peu plus tard. Mais c'est ce qui m'a inspiré, voilà, exactement. Ça va de pair, évidemment, avec cette déclaration d'Emmanuel Macron hier soir. Voilà. Il a reçu, pour la petite histoire, il a reçu les 4 petits-enfants d'Ali Boumedjel, pas 4 parmi les nombreux petits-enfants qu'il avait. Les 4 d'entre eux ont été reçus au Palais de l'Élysée. Philippe Bouriaki est également avec nous. Comment ça va, mon Fifi ? Écoute, ça va si Emmanuel Macron n'essaie pas de jouer sur la fibre sentimentale des Algériens. Je rappellerai que quand il a été en tant que candidat en Algérie, qu'il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité, et depuis, toujours pas de reconnaissance officielle du massacre d'Octobre Noir du 17 octobre 1961, de l'autre 8 mai 45. En ce point, il se ressemble énormément avec Christine Janaudet. Alors, tout ce qui ressemble à ces écoles opportunistes, c'est pas trop ma came. C'est toujours bon à prendre quand même, en tout cas pour Ali Boumedjel et sa famille, de reconnaître officiellement qu'il a été tué et assassiné par l'armée française, c'est quand même un grand pas en avant, puisqu'on rappelle que ça avait été considéré comme un suicide, c'est-à-dire qu'on n'a jamais reconnu officiellement. Là, il y a eu quand même un pas en avant, on peut le saluer, après on peut parler d'opportunisme, peut-être éventuellement. S'il n'y avait pas eu les élections l'année prochaine, on n'aurait toujours rien. Mais bon. Et ben justement, on va en parler de ces élections l'année prochaine, puisque est sortie une grande étude, enquête, article dans Libération ce dimanche, faisant un peu de politique fiction, de réelle politique, se projetant un an plus tard, c'est-à-dire l'année prochaine en 2022. Vous savez qu'il y a une grande échéance et il y a ce deuxième tour annoncé d'ores et déjà entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Du coup, est-ce que les électeurs de gauche vont-ils se comporter comme ils l'ont fait à plusieurs reprises en 2002. C'était la stupéfaction, souvenez-vous, vous en souvenez peut-être lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé à la surprise générale au deuxième tour, puis en 2017 aussi, où quand même beaucoup ont joué ce qu'on appelle le Front républicain. Est-ce que ça va encore fonctionner, ce chantage, ce que je considère en tout cas comme un chantage? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser et à la question que vous répondez aujourd'hui sur Twitter, le Grand Forum FM2, à notre petit sondage, et on fera le point tout à l'heure avec Karim Alouache, avec
avec Audrey Pronosti et Philippe Bouriaki en direct sur France Maghreb 2 avec vos appels bien sûr au 01 40 33 9000. Mais dans un instant, on fera un petit point Covid, comme c'est le cas tous les jours bien sûr, avec ces nouvelles mesures qui vont être annoncées demain par Jean Castex et notamment un confinement qui se profile à l'horizon, notamment pour une vingtaine de départements, dont la région parisienne. Je pense qu'il n'y a plus de secret à avoir. On va y avoir droit. C'est quasiment acté. En tout cas, il y a eu un nouveau conseil de défense. On en est à peu près à plus de 60 conseils de défense depuis l'arrivée de Macron au pouvoir en 2017. Que va-t-il donner ce conseil de défense? Eh bien, on aura quelques infos à vous donner tout à l'heure, bien entendu, dans un instant. Vos appels, bien entendu, 01 40 33 9000. Philippe Bouriaki, Audrey Pronosti, Karim, comment ça se passe en direct de la marche? Là, vous êtes en train de marcher. Comment ça se passe? Écoutez, on vient juste de démarrer. Donc, l'hommage a commencé par des dépôts de fleurs au niveau de la salle, l'espace Nelson Mandela. Et là, la marche vient de démarrer. Il y a énormément de monde. Tout le monde porte des masques, beaucoup de jeunes. Et je dirais, beaucoup d'émotions à la hauteur de toute l'incompréhension en fait, qui règne sur ce drame, quoi. Et rappelons que les parents sont partis enterrer leur fils en Algérie, à Sétif, si je ne m'abuse. Exactement. En fait, ils sont partis parce que, comme vous le savez, l'espace aérien vient de fermer. Donc, pour assurer en fait la capacité de pouvoir enterrer dignement leur enfant et de pouvoir l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, paix à son âme, ils ont préféré prendre l'avion et s'assurer de pouvoir être sur place. Voilà. Donc ici, ils sont représentés par un oncle. Il y a aussi l'entraîneur sportif du jeune qui était très proche de lui. Je vous rappelle qu'à la base, s'il y a différence, c'est uniquement un différent sportif. Voilà. Incroyable. Petite réaction, Audrey, Philippe, sur ce qui s'est passé à Bondy. Philippe, la violence, d'ailleurs, la semaine dernière fut une semaine noire avec deux jeunes tués qui ont été plantés non seulement en Essonne, dans 2 rixes qui ont opposé 2 bandes rivales, puis donc ce jeune de 15 ans, Ayman, à Bondy. Philippe, ça fait beaucoup. Qui sont les responsables, les parents, les pouvoirs publics? On en reparlera tout à l'heure avec Karim, mais juste en premier lieu, peut-être une première réaction, Philippe. La première, c'est de présenter mes sincères condoléances à la famille. Moi, j'ai vu le reportage et l'interview du papa qui était présent lorsque son fils reçoit une balle à 1,10 m de lui. J'ai une pensée profonde parce que je suis père, je suis frère et je sais ce que c'est de perdre un proche. Compliqué aujourd'hui et ça serait même indécent d'essayer de pointer Pierre, Paul, Jacques lors de ce drame. Mais c'est encore un de nos jeunes qui part. Comme l'a si bien dit Karim, Ayman inconnu, il ne cochait aucune case. Pourtant, la fachosphère s'est fait plaisir en montrant que ces tueurs venaient du quartier. La majorité des actes horribles qu'on vit, ce sont des gens qui se connaissent pour des banalités, pour des futilités. Je sais pas qui est responsable. Est-ce qu'il y a un abandon des parents? Est-ce qu'il y a un abandon de la justice? Est-ce qu'il y a un abandon de la République? Est-ce qu'il y a un abandon des moyens qu'on met? C'est surtout ça qu'il faut pointer, les moyens qu'on met vers notre jeunesse. Et je le dis souvent, et c'est pas de manière électoraliste ce que je dis, mais un jeune de 15 ans, ça vote pas. Donc pourquoi tu veux qu'on se préoccupe de cette jeunesse-là? C'est de manière ironique que je dis ça. Par contre, pour les personnes âgées qui votent, et c'est bien, ils ont raison, ils savent que c'est important de voter, on les bichonne, on les cajole, on les dorlote. Je ne propose pas de faire de l'injection financière pour faire de la consommation, c'est-à-dire jouer au ping-pong et aller au karting. Je parle d'injecter réellement de l'argent pour que les jours de vacances et les jours où il n'y a pas cours, que le matin, il y ait des renforcements pédagogiques afin de permettre ceux qui n'ont pas de niveau de revenir à niveau, ceux qui ont le niveau de monter au-dessus et ceux qui sont au-dessus d'être dans l'excellence. Et l'après-midi, des activités extrascolaires qui puissent permettre de s'évader, de découvrir, toucher l'artistique, toucher le sportif. Et quand vous êtes dans une salle de sport ou dans une salle de musique, quand vous sortez de là, vous êtes tellement vidé que vous n'avez rien envie, vous n'avez pas envie de faire violence ou commettre des violences. Mais force est de constater que les pouvoirs publics ont d'autres priorités. La réalité, elle est là. Et encore une fois, vraiment sincèrement, toutes mes condoléances à sa famille qui doit
ça doit être très dur et je ne voudrais pas vivre ça. Audrey, en 1 minute. Moi, évidemment, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Philippe. Condoléances à la famille. Moi, quand j'ai appris ça, en fait, j'étais en train d'échanger en fait sur le groupe du Bondi Blog et la rédaction est située vraiment à 2 rues. C'est la rue Louis-Auguste Blanqui, donc c'est vraiment juste à côté. Alors, il y a la loi de proximité. Alors, désolé de te couper, on est de retour dans un instant et on en reparlera de toute façon avec notre ami Karim Alouache tout à l'heure qui a choisi de pointer, de trouver les responsables à un drame que l'on n'aurait certainement plus évité. À tout de suite sur France Maghreb 2. On fera un point Covid dans un instant. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF en direct sur votre radio France Maghreb 2 comme tous les jours du lundi au vendredi 16h-18h avec aujourd'hui Karim Alouache qui est avec nous, le banquier d'affaires en direct de la marche pour Ayman du côté de Bondy, ce jeune de 15 ans qui a été tué vendredi dernier donc à Bondy. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ces événements. André Pronosti est également avec nous, journaliste, et Philippe Boriaki. D'ailleurs, on le présente comment, Boriaki? Il est journaliste, il est candidat au régional, il est quoi encore? Il est multifonction. Multifonction, hein, c'est ça, on est d'accord. Ouais, c'est Superman. Exactement, ou presque. Donc, alors notre petit point Covid, Audrey, tu auras l'occasion de t'exprimer tout à l'heure, parce que de toute façon, Karim, oui, le multifonctionnel, là, comment ça va? Multifonctionnel, c'est énorme ça. Ouais, ça prend pas une timbale, ça paye pas son bonhomme. Bah non, tu me présentes en tant que candidat du pôle écolo, 2e sur la liste du Val-de-Marne, ça a été officialisé aujourd'hui au niveau de la presse, donc voilà. Félicitations. Futur vice-président de la région Île-de-France. Il va falloir battre Madame Pécresse d'abord. Ah oui, mais c'était ça, c'est finger de base. Oh là là. Philippe, tu vas un peu vite là. T'as l'air bien sûr de toi quand même. Comment? Président de la République? Tu veux que j'aille jusqu'à là? Non, blague. Doucement. Il y a Alors, que de facho en France, on va y aller doucement. Je ne sais pas si c'est une fonction que tout le monde pourrait éventuellement prendre avec beaucoup d'intérêt, cette fonction de président de la République, surtout en ce moment avec cette pandémie, et notamment notre petit point Covid avec les dernières annonces. Alors Gabriel Attal, il est extraordinaire ce monsieur, porte-parole du gouvernement. À chaque conseil des ministres le mercredi, il nous annonce des trucs. Alors Gabriel Attal, aujourd'hui, sa dernière sortie, nous commencerons à retrouver une vie normale avant pas avant mi-avril. Voilà ce qu'il a déclaré. Ce qui fait écho en fait avec ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Il faudrait entre 4 et 6 semaines pour commencer à procéder à des allègements. Les dernières infos que nous avons, que beaucoup de monde d'ailleurs ont, c'est cette annonce qui sera faite demain soir à 18h par Jean Castex et l'ensemble du gouvernement sur encore un confinement localisé, un confinement le week-end, couvre-feu et maintien du couvre-feu la semaine à 18h. Est-ce que, Philippe Boriaki, ça te paraît la bonne solution? Est-ce que, encore une fois, ça n'arrive pas trop tard? Écoute, je crois que tout arrive tard. Attends, Karim, tu peux couper le micro, s'il te plaît? Parce qu'il y a pas mal de bruit en direct de la marche. Voilà. Écoute, je crois que tout arrive tard avec ce gouvernement. Il n'a pas arrêté d'infantiliser les Français et les Françaises. Aujourd'hui, il prend une mesure de restriction, demain, supplémentaire, qui entrave énormément de nos libertés, au lieu d'avoir pris des actes courageux dès le départ. C'est très simple, c'était celle de tester la population française, celle de ne pas lui mentir, lui dire qu'on n'avait pas de masque, qu'on n'avait pas de test, qu'on n'avait rien, de pouvoir développer les solutions alternatives. Ça veut dire, au lieu de donner 5 milliards à Sanofi pour qu'il licencie, c'était donner 5 milliards à Sanofi pour qu'il avance sur la recherche et sur le traitement, parce qu'il y a aussi ça qui va arriver d'ici quelques temps. Et puis, surtout, comme je l'ai dit, ne pas mentir aux Français et aux Françaises, ça aurait été faire preuve d'intelligence et de responsabilité collective. Aujourd'hui, on arrive à une situation catastrophique. On est à 86 000 morts. Christophe, tu l'as dit hier. Je rappelle que la première vague de la pandémie avait fait 30 000 morts. C'est-à-dire qu'en ayant confiné light ou restreint light, on a non simplement le chiffre qu'on ne voulait pas atteindre, et on va l'atteindre d'ici un mois, les 100 000 morts. Et puis, on va surtout se retrouver avec des millions de gens qui se retrouvent sur le carreau. Alors, soit on est intelligent et on est courageux, et donc ça veut dire faire preuve de pragmatisme et arrêter
parce que tu vois, je l'écoute plus, moi, ça y est, les conférences de presse de Gabriel Attal. J'ai qu'à écouter ce que dit Macron, il va répéter à la lettre même plus. Les porte-parole en même temps. Ouais, il est plus royaliste que le roi, mais ça, c'est autre chose. Porte-parole, mais il n'a que de porte-parole que le nom. Hein. Tu sais qu'il s'était engagé à venir sur France Maghreb 2. On l'attend toujours. Mais on aurait dû lui dire France 2 tout court, et je crois qu'il serait venu. La prochaine fois, on fera comme ça, on enlèvera le Maghreb. Peut-être que ça peut choquer. C'est peut-être ça qui lui a fait peur. Mais la réalité, tu vois bien, on nous a dit, vous inquiétez pas, pas besoin de masque, il faut des masques. Au mois de septembre, masque obligatoire pour tout le monde. Au mois de novembre, masque obligatoire, y compris pour les enfants de 6 ans. Et puis là, on a commencé à confiner à partir de 18h, enfin, couvre-feu à partir de 18h. Les chiffres continuent à exploser. Mais ils explosent pourquoi, en vérité, Christophe? La proximité, elle est où? La proximité, elle est uniquement dans les transports en commun. On le voit bien, les trains sont bondés, sont chargés. Donc, les écoles, Philippe, les écoles, c'est un problème aussi. Mais tu n'as pas vu que l'enquête qui a été diffusée ce matin sur une chaîne concurrente nationale, BF Macron, dit mais non, pas du tout, vous vous trompez sur les écoles, il n'y a pas de circulation des virus. Et alors qu'on a vu que ça ferme des classes par centaines dans le pays, que les profs tombent les uns après les autres, que les ADSEM tombent les uns après les autres, qu'on arrête de se moquer des gens. Soit les masques ne servent à rien parce que le virus est dans l'air et on va l'attraper quoi qu'il arrive, soit ça sert à quelque chose. Et à ce moment-là, c'était un confinement dur, pur et simple qu'il fallait faire depuis le début janvier et on en serait sûrement sorti. Je dis sûrement parce que je mets tout au conditionnel, parce qu'on ne va pas que charger le gouvernement sur des choses qu'ils n'ont pas. Mais dès le départ, il fallait le dire aux Français et aux Françaises. Ça fait plus d'un mois, et je m'arrêterai là parce que je suis très bavard, que le conseil scientifique dit mais il faut confiner dur et massivement. Les hôpitaux n'arrêtent pas de tirer le signal d'alarme, le personnel soignant, il est sur les rotules. Et aujourd'hui, on dit ouais, non, il faut absolument les vacciner de façon obligatoire. Je rappellerai que pendant un an, ça a dérangé personne que le personnel soignant ne soit pas vacciné et au péril de leur vie, puisque plusieurs en sont partis. Donc voilà, moi je vous jette ça comme ça. J'ai pas la solution. La solution, on la trouve tous ensemble, mais j'ai plus confiance en ce gouvernement. Je suis désolé. Audrey, pronostic, ton retour sur cette crise sanitaire et la manière dont elle est gérée. Moi, pour rajouter à ce que Philippe vient de nous balancer, comme tu l'as si bien dit, Philippe, de toute façon, tout ça, c'est une vérité. Moi non plus, ça fait bien longtemps que j'ai perdu confiance en ce gouvernement. Maintenant, je dis pas que j'aurais confiance en quelqu'un d'autre parce que je pense pas non plus qu'ils auraient la solution. Je pense aussi qu'il faut penser aux gens qui sont victimes, j'appelle ça moi les dommages collatéraux. Moi je parle des gens qui sont victimes de dépression, qui sont bloqués chez eux, qui sont esseulés, qui ne voient plus personne. Et c'est l'augmentation des antidépresseurs, des anxiolytiques, voilà. Donc la sécurité sociale, il va falloir prendre en charge tout ça, hein, parce que ça c'est une réalité. Les médecins le disent. Moi en tout cas j'en discute avec certains médecins autour de moi et c'est une réalité. Il y a des licenciements, il y a des grosses pressions. D'ailleurs, je l'avais déjà évoqué dans une émission précédente avec toi, Christophe, auprès de certains employés, parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Donc, voilà. Donc, disons qu'on est dans le début d'une crise. Et il va falloir, comme tu disais Philippe, faire preuve d'intelligence et de courage et faire tant bien faire se peut. Voilà, se débrouiller. Moi, je ne compte pas sur le gouvernement, en tout cas. C'est clair et net. Ce qu'il faut prendre tout de suite comme quasi acquis et ce qui va être annoncé demain soir, c'est le confinement localisé le week-end pour une vingtaine de départements, dont toute la région parisienne, alors nous dit-on 2 semaines pour commencer. Ça, c'est pour éviter de faire peur un peu trop aux gens, pour dire que ça ne va pas durer longtemps, etc. Mais quand les spécialistes nous disent que le pire est à venir, c'est-à-dire que le mois de mars, avec ce variant anglais, avec ces différents variants, d'ailleurs, je vous rappelle, pour ajouter un peu plus des propos par rapport aux propos de Philippe, à savoir que dans les écoles tout va bien, considérant ce qu'on a entendu ce matin sur différents médias. Mais c'est pas vrai, ils recrutent encore des remplaçants. À Chambourcy, Audrey, nous avons reporté la rentrée d'une semaine à cause du variant sud-africain.
Voilà, ça c'est des réalités. Dans les écoles, les gamins sont asymptomatiques, transmettent le virus à la maison, les parents, puis aux grands-parents, etc. Et voilà comment se construit cette chaîne de contamination. Karim Alouache, tu as un avis bien tranché, toi, sur le sujet. Est-ce que pour toi, selon toi, on n'a pas encore un peu trop tardé pour en arriver donc à une nouvelle stratégie, en tout cas? On a, bien entendu, on a trop tardé, mais vous connaissez ma position. Si on m'avait écouté, si on avait pu faire, moi j'aurais fait un confinement très strict et total pendant les vacances de Noël et les 2 premières semaines de janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un confinement de 2 semaines permet de désengorger des hôpitaux pendant 3 semaines. Et de toute façon, comme je le disais depuis le début, le stop and go, ça va durer. Ça va durer pourquoi? Parce qu'on est pris entre le sujet économique, et pourtant je suis économiste et je vous dis que l'économie, on pourra toujours la reconstruire. Le sujet sanitaire, c'est-à-dire est-ce qu'on sauve des vies ou pas. Je vous rappelle que la problématique de la Covid, c'est pas que d'être malade et d'en mourir ou pas, c'est d'engorger les hôpitaux et d'empêcher les urgences et ceux qui doivent soigner d'autres pathologies de le faire simplement. Et c'est ça la réalité. On a beaucoup critiqué les stations sport d'hiver en disant oui, c'est stupide de fermer des stations. Vous savez par exemple que en Haute-Savoie, les stations, l'activité ski occupe à 50% les urgences des hôpitaux comme Thonon, Lyon et autres. Donc c'est une réalité. Et c'est le côté accidentogène du ski qu'on a voulu éviter. Je vous rappelle que toutes les opérations importantes sont maintenant reportées. Et il y a des gens qui attendent des greffes de cœur, de reins, et qui ne peuvent pas être greffés ou opérés parce que les lits sont occupés par d'autres. Effectivement, les autres, dans les 98%, vont survivre. Mais entre-temps, il y en a d'autres qui vont mourir et d'autres pathologies. Et je vous fais grâce des maladies chroniques, auto-immunitaires, des cancers et autres. Et c'est là où il faut faire preuve, je dirais, de compréhension et de solidarité, quoi. On va accueillir Mamadou qui nous appelle au standard 01 40 33 9000. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités Karim, bonsoir à tous les auditeurs de Maghreb. Moi je voulais intervenir sur la jeunesse. Effectivement, on est tous vulnérables. Quand les jeunes, nous tous on a été jeunes, on veut toujours être vu par rapport à nos copains, te faire respecter. Bon, la violence, de l'être humain, s'il ne se maîtrise pas, il est violent. Et non seulement nous, notre génération, il y avait la politesse. J'appelle ça la co-responsabilité de la société. Tu nous fais du hors-sujet, à mon ami, hein. Tu nous fais du hors-sujet, on est en train de parler du Covid, tu viens nous parler de la violence, Mamadou. T'es où là? T'es sur quelle radio, mon frère? Attendez, le début, le Covid, le début, vous avez parlé de mes condoléances. Quand j'ai dit mes condoléances, le début, vous avez commencé la mort de 2 jeunes, j'ai dit mes condoléances. Oui, bien sûr, mais là, on en est à parler de la stratégie du Covid et des annonces qui vont être faites ce week-end. D'accord, mais pour le Covid aussi, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas arrêter l'activité, c'est vrai qu'il faut se protéger. C'est une maladie qu'on peut être contaminé, mais la distanciation physique, mais c'est pas d'arrêter l'activité. Quand vous arrêtez l'activité, je ne suis pas la donneur de leçons, comment on va vivre? On vit par rapport à notre activité. Donc, c'est la co-responsabilité. L'État a une part de responsabilité, parce que c'est lui qui décide les lois. Je ne suis pas contre notre gouvernement. Sur ce côté-là, nous, c'est lui qui décide pour nous. On participe à leur pouvoir. Pourquoi? C'est nous qu'on vote. Donc, il devrait nous comprendre, quoi. Alors, merci Mamadou de Grenoble, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Mais Philippe, Audrey, Karim, sur la stratégie adoptée par le gouvernement, elle me paraît plus cohérente que celle d'habitude, parce que on peut parler éventuellement de confinement strict. Ok, mais pourquoi un département comme le Finistère, qui est quasiment épargné de cette Covid-19, devrait payer pour tout le monde à être confiné alors qu'ils n'ont quasiment pas de Covid? Audrey. Christophe. Oui, mais ça n'a pas été toujours le cas d'ailleurs. Hein. Oui, mais le Finistère est épargné, là. C'est le département le moins touché. Karim. Écoute, c'est assez simple. Si tu confines des endroits et que tu ne confines pas d'autres endroits, tu vas avoir des flux migratoires temporaires d'une région à une autre. Voilà. Non, tu les empêches, Karim. Rien ne t'empêche de dire vous n'avez pas le droit. Ça s'est déjà vu, hein. Vous n'avez pas le droit de vous rendre dans tel département, c'est tout. Oui, mais dans ce cas-là, ce que tu fais, tu l'annonces 1 heure avant de tout fermer. Comme ça, les gens n'ont pas le temps de se préparer, de prendre leur voiture. Fais-moi confiance. Si tu dis à partir de lundi, on est confiné, mais que telle ou telle région n'est pas confinée,
Et ben ce week-end, tous ceux qui sont en Île-de-France, je vous rappelle quand même que, je ne vais pas dire que l'Île-de-France c'est le poumon de la France, mais économiquement c'est le cas, et ben ils vont tous aller migrer vers leur résidence secondaire pour 2-3 semaines, parce qu'ils se disent, bon, on démarre sur 3 semaines, mais je pense qu'on en a pour un mois et demi, et puis le sujet va se déplacer, tout simplement. Alors que si tu leur dis, où vous soyez, vous serez tous confinés et vous ne bougez pas, on risque d'avoir moins de flux migratoires. De l'autre côté, Philippe, tu serais le premier à te barrer, Philippe Boyaki, au Finistère, là, si on annonce que tout est ouvert, restaurants et compagnie. Christophe. Moi, je comprends ce qu'a dit Karim, mais je comprends ce que... Alors, je vais détacher de mon ami Karim et je vais me dire que j'ai le banquier d'affaires qui me parle. Qui peut se déplacer? Qui a une maison secondaire? Tu crois que c'est les favelas? Je crois que c'est tous ceux qui sont morts dans le 9-3 et dans le 9-4. Non, mais c'est la réalité. Non, je ne suis pas en train de faire de démagogie. Moi, j'ai rien au Finistère. Et le travail, il est où? Mon travail, il est où? Il n'est pas au Finistère. Attends, je n'ai pas fini. Karim, je t'ai écouté. D'accord. Karim, je t'ai écouté. Faut juste être lucide. Nous, les pauvres, nous, les nantis, nous, les sans-dents, on ne peut pas se déplacer. Tu peux nous mettre même le confinement local, ça nous va très bien. On ne peut pas bouger. Donc voilà, ça va concerner qui? Ça va concerner ceux, effectivement, qui ont été égoïstes pendant la première vague et qui avaient leur maison secondaire en Normandie, etc., et qui sont partis de Paris et qui ont été contaminés le reste de la France. Je crois que c'est assez nanti. Alors, c'est pas faux ce que dit Philippe, là, c'est la réalité. Non, si, c'est totalement... Alors, j'aime beaucoup Philippe, et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. D'abord, je n'ai pas à m'excuser d'avoir une résidence secondaire ou pas. Ça, non, mais on ne sait même pas que tu en as une d'ailleurs, on s'en fout Karim. Il en a 4 exactement. Voilà. Bien plus. Mais c'est pas le sujet. Et puis la deuxième chose, détrompe-toi, il suffit de prendre l'autoroute à 13 le vendredi soir ou le samedi ou le dimanche soir et tu verras qu'il y a beaucoup de franciliens. Et c'est tant mieux, parce que la résidence secondaire, ça fait aussi vivre des gens, ça crée une activité locale, je suis désolé, et ça y répond dans certains cas. Et croyez-moi que les demandes d'habitation de maisons en province sont en train de se développer. S'il y a une chose positive qu'on retirera de cette crise, c'est qu'il y a une révision complète, je dirais, de la cartographie et de l'aménagement du territoire grâce au télétravail. Voilà. Donc, moi, je voudrais juste ajouter une chose concernant le personnel soignant. Je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est un article qui est complètement hallucinant. Des allocataires du RSA se reconvertissent et deviennent des soignants. Ils font des formations accélérées tellement ils sont en pénurie et tellement il y a des burn-out tellement élevés chez le personnel soignant. D'ailleurs, j'ai une amie qui est journaliste et qui est aussi dans le domaine médical. Alors, c'est pas pour lui faire de la pub, mais elle va sortir un bouquin justement et elle fait une enquête qui a duré 1 an et je vais l'acheter, je vais le lire. Et je pense que je vais en parler dans une des émissions parce que justement, moi, je trouve qu'on a vite oublié ces gens qui nous sauvent, quoi. Parce que bon, moi, pour le coup, je suis pas malade, mais si demain je suis malade, je serais bien contente qu'ils soient là. On a été les premiers à les applaudir, on les a vite oubliés et aujourd'hui, ils sont en plein burn-out et on les a complètement zappés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous, on les a pas zappés, c'est le gouvernement. Non, oui, quand je dis on, bien sûr, je parle du gouvernement. Non, mais il faut aller plus loin. C'est pas c'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde. Il n'y a plus d'applaudissements le soir, il n'y a plus rien. Moi, ce que je peux vous dire, et c'est une réalité du terrain, puisque je suis pas mal en relation avec le monde médical, les hôpitaux, et puis je vais bientôt atteindre avec angoisse ma date anniversaire de mon coma, c'est-à-dire le 26 mars. Ce que me disent les réanimateurs aujourd'hui, c'est que si on venait à avoir une vague semblable à ce qu'on a vécu en mars 2020, ils ne pourraient clairement pas remobiliser les soignants comme ils ont pu le faire. C'est impossible. Ah oui. Ils n'ont plus les ressources, ils n'ont plus la force, ils n'ont plus, je dirais, le personnel pour le faire. Et donc, maintenant, on a une décision philosophique, entre guillemets, à prendre. Qu'est-ce qu'on privilégie? Le bien-être mental, l'économie ou la vie? Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui ne seraient pas prises si les gens, étaient aussi solidaires et faisaient attention. Et on sait tous que c'est compliqué. Voilà. Absolument. 01 40 33 9000, les amis, pour nous donner votre avis qui nous intéresse évidemment dans cette émission. Le peuple a la parole. Et vous pouvez vous exprimer. Oui, Philippe. Christophe, sans démagogie, tu prends les transports en commun.
Absolument, et tous les jours. D'accord, et tous les jours. Franchement, oui, tous les jours. C'est humain ce qu'on vous fait vivre dans le transport en commun ou pas? Non, du tout. Voilà. Mais en temps normal, déjà, c'est pas humain. Mais bon, là, pour le coup, c'est ce que j'allais dire. On nous dit que le virus ne circule pas dans les transports en commun. Il faut juste. Moi, j'invite vraiment, mais c'est très sérieux ce que je vais dire. J'invite tous les politiques qui sont effectivement en train de faire des réflexions dans leur bureau, les politiques, mais aussi les spécialistes qui commencent aussi, au travers de leur profession, c'est-à-dire médicale, à faire de la politique. Et ça devient très agaçant de la part de certains spécialistes aujourd'hui qui profitent, j'allais dire, de leur spécialité pour faire aussi et se servir de cela pour faire un combat politique. Et j'invite tous ces démagogues-là à venir avec moi dans le RERD chaque jour pour prendre les transports avec moi, et en particulier, et comme c'est fréquent, lorsqu'il y a des problèmes, c'est-à-dire c'est quasiment quotidien, nous sommes serrés. C'est-à-dire, quand je vous dis serrés, c'est être debout, collé, en ayant des gens partout autour de soi. On a beau avoir le masque, cela n'empêchera pas une éventuelle contamination. Tu es dans un lieu confiné, il n'y a pas de distanciation. Totalement. Complètement. Oui. Et on n'a jamais réglé ce problème parce qu'on n'a pas voulu. On n'a pas voulu régler ce problème. Christophe, je vais te faire une confidence, mais que tu le sais sûrement. On est bien d'accord, tous les restaurants sont fermés. Ben, je vous invite à aller aux mines de Rungis. Je vous invite à aller aux mines de Rungis, les amis. Et vous allez voir si les restaurants sont fermés là-bas. Non, pas du tout. Ils sont ouverts. Je vous invite d'aller dans les grosses entreprises, voir si les restaurants d'entreprise sont fermés. Non, ils sont ouverts. Où se trouvent les lieux de contamination? Sur le boulot. Soit on est courageux et on isole les gens qui peuvent être dans une situation critique, soit on est courageux et on dit pendant 1 mois, plus rien circule, et c'est l'armée qui vient vous livrer des packs, machin, etc. Vous n'allez même pas faire la queue à Carrefour parce que vous allez vous contaminer quand vous êtes à l'intérieur. Ou soit, écoute, on continue tel quel et on s'en fout du score. C'est pas notre cas, en tout cas les écologistes, mais on s'en fout du score, du nombre de décès et du nombre de gens qui vont se retrouver au chômage. Là, on va avoir les deux. On va avoir un nombre de morts incroyable et un nombre de chômeurs incroyable. Ce gouvernement est irresponsable. Il est incompétent et il met délibérément en danger la vie de ceux qu'il est censé protéger. Voilà la réalité. Et ça, c'est pas de la démagogie, et c'est pas parce que je suis contre ce gouvernement ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, au bout d'1 an, je crois qu'il y a ras-le-bol. 86 000 morts, c'est trop. Karim, je pense qu'il peut être que d'accord avec. D'autant qu'ils ne sont pas confrontés à des problèmes économiques. Je veux dire, s'ils veulent faire pardon, j'ai fait un lapsus, leurs courses, par exemple, en livraison, ils vont rajouter 5-6 euros de plus, c'est pas un problème. Donc, les gens qui n'ont pas la possibilité, en fait, ils vont se déplacer. Non, Audrey, tu peux pas dire ça. Il y a des familles pour 5 ou 6 euros, c'est un problème. Je t'assure, vraiment. Mais c'est pas. Non, tu m'as pas écouté, Christophe. Oui, je parle de ceux qui ne sont pas concernés par la crise économique parce qu'ils ont justement des fonds qui n'ont pas de problème d'argent, tout simplement. Et c'est là où je dis 5-6 euros pour faire des courses en livraison, c'est pas un problème, ils se font livrer à la maison. C'est ça que j'ai dit. J'ai pas dit que, tu vois, évidemment. Non, mais je t'écoute, Audrey. Quand j'entends des étudiants dire que leur budget au mois s'élève à 45 euros, franchement, j'ai pas de mots. Alors, Karim, en un mot, ce que vient de dire Philippe et Audrey, mais en particulier Philippe, justement, sur l'irresponsabilité du gouvernement. Toi, tu étais de ceux qui, je me souviens en tout cas sur cette antenne, avaient dénoncé le fait qu'on avait abandonné, que les entreprises avaient abandonné ce qu'on appelle le télétravail. Alors, moi, je vais vous dire une chose, pour pas faire de longs discours. Soit on veut s'en sortir et s'en sortir vite, soit on ne veut pas s'en sortir. Voilà. Il n'y aura pas de bonne solution. Il y aura toujours des gens sur qui ça aura un impact négatif. Mais à un moment donné, il faut il faut être efficace. La deuxième chose sur les mesures, effectivement, moi je me souviens en septembre, et j'espère que le gouvernement, enfin que l'État, parce que l'État c'est nous, demandera des comptes. Aujourd'hui, en 2020, 30% de moins de faillites d'entreprises, c'est-à-dire que le gouvernement, sans faire de détails, a soutenu aussi bien les entreprises qui allaient bien que celles qui allaient mal avant la crise. Il y a aussi aujourd'hui en évidence pour un certain nombre d'entreprises qui ont
je dirais, abusé du chômage partiel. Absolument, absolument. Alors que leurs salariés n'étaient pas en chômage partiel, et pas des petites entreprises, pas toujours des petites entreprises, des grosses, voire même des très grosses, et ça c'est purement scandaleux. Et tout ça à un moment donné et l'inspection du travail elle est au taquet. Et le problème que l'on a, c'est que on a pris, et je trouve que ça a été bien, on a pris le parti, enfin le gouvernement a pris le parti d'aider tout le monde, de ne pas faire de tri. Et c'est ça qu'il faut quand même reconnaître. Et on verra après. La deuxième chose, c'est on aide à n'importe quel prix. Et ça aussi, c'est remarquable. Maintenant, on sait tous que le vaccin, ça marche. On sait tous que il faut avoir les vaccins. Et c'est compliqué. Ça marche, Karim. On n'a pas assez de recul. Arrêtez de dire que ça marche. Je veux dire, moi, j'aime bien vous entendre, mais on n'a pas assez de recul pour parler comme ça. Je comprends le positionnement de Karim, honnêtement. Même si j'y crois pas personnellement. Le vaccin marche maintenant. Pour autant, faut-il être tous vaccinés. Mais aujourd'hui, vous discutez avec les médecins il faut du recul. On n'a pas assez de recul pour dire que ça marche. Non mais écoute, moi bientôt ça fera 1 an que j'ai été touché par le Covid. Je vais faire ma prise de sang dès 1 an pour voir si j'ai toujours des anticorps ou pas, parce que on peut pas avoir plus de recul que la durée de Il est 16h50. Il est 16h50 sur France Maghreb 2 dans un instant la suite du grand forum, et pour faire plaisir à mon ami Philippe Oyaki, on va faire un peu de réel politique et se projeter, si vous le voulez bien, en espérant que d'ici là, on puisse avoir de nouveau accès au restaurant sans passeport et qu'on puisse y aller tous manger un bon couscous tous ensemble. Ça, c'est moins sûr. Mais en tout cas, on va se projeter en quoi? Avril 2022 à peu près. Attends, mais quand même, tu dis on pourra tous manger un couscous. Je sais pas, mais il faut d'abord savoir si vous mettez des lardons ou pas dans le couscous. Moi, j'ai entendu Zemmour, hein. Non, il n'y a pas de lardons, les couscous, mon cher. En tout cas, des lardons halal, bien sûr. Allez, dans un instant, direction 2022. Qu'est-ce qu'on va faire si on se retrouve avec un deuxième tour, Marine Le Pen, Macron? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que les électeurs de gauche vont-ils voter Macron pour faire barrage au Rassemblement national? Eh bien, la réponse est non. Oui, non. Sur Twitter, le grand forum FM2, si on en croit cette étude de Libération, c'est également non. On en reparle avec vous dans un instant. À tout de suite. Salam Mama. Si je te dis 2M, Samira et Nesma, tu connais? Oui, bien sûr, c'est les meilleures chaînes du Bouquet Maghreb que je regarde tous les jours. Et si je te dis que le Bouquet Maghreb organise un jeu concours pour te faire gagner des cadeaux incroyables? Vraiment? Oui maman, le Bouquet Maghreb t'offre une chance de gagner une voiture, un voyage à Dubaï, une TV 4K et des dizaines d'autres cadeaux. Pour participer, c'est simple, tu t'abonnes au Bouquet Maghreb de ton opérateur et tu t'inscris sur lebouquetmaghreb.com pour participer au grand tirage au sort après le Ramadan. Rendez-vous vite sur lebouquetmaghreb.com. Conditions et règlements du jeu disponibles sur le Bouquet Maghreb.
Ça prend des paris en antenne, c'est magnifique. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, sur le Grand Forum, dans le Grand Forum, avec Karim Alouache, notre banquier d'affaires, Philippe Boriaki, candidat au régional, deuxième sur la liste des écolos dans le Val-de-Marne, Audrey Pronosti, journaliste, et on va faire un peu de réel politique, on va faire un peu de politique fiction, si je puis dire, puisqu'on en parle, ça fait débat au sein même de la rédaction du LGF, de cette présidentielle qui aura lieu dans un an, vous le savez, au mois d'avril 2022, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Si on en croit, encore une fois, tous les sondages, et si, attention, soyons prudents, on n'est pas aussi à l'abri d'une surprise. Rappelez-vous quand même qu'en 2017, c'était Fillon, c'était plié pour lui, avant que il l'ait justement dans le fion. Ça c'est joli, c'était gratuit, pardon, désolé. Mais ceci étant, Macron, lui, ne rêve que d'une chose, c'est de tomber face à Marine Le Pen. Mais est-ce que ça va marcher? Et la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à voter Macron, et en particulier les électeurs de gauche, dont Philippe Boriaki fait partie, puisque c'est un écolo, et c'est bien connu, les écolos sont à gauche. Est-ce que vous seriez prêt à voter Macron pour faire barrage au Rassemblement national? La question est posée. 75% des auditeurs sur Twitter disent non. Que dit Audrey Pronosti? Est-ce que toi, à titre personnel et plus globalement, si tu en suis un petit peu sociologiquement, est-ce que tu penses que cette fois-ci le Front républicain ne marche plus? Est-ce que ce chantage au barrage, pour faire barrage au Rassemblement national, continuera de marcher selon toi, Audrey? Voilà. Pour l'instant, c'est facile de parler. On n'est pas sur le moment. Maintenant, si on regarde les derniers sondages, moi j'ai regardé celui qui datait du 24 février, le sondage IFOP. Alors bon, c'est vrai que il y a 25% pour Marine Le Pen. Si on ajoute Dupont-Aignan, Debout la France, il y a 7%. Et puis de l'autre côté, on a 31% pour Macron. Bon, si on se retrouve dans ce cas de figure, moi, dans mon cas, je serais bien embêtée. Parce que jusqu'à présent, le Rassemblement national, maintenant c'est Rassemblement national, ça a toujours fait office de contre-pouvoir, et de toute façon, ils n'ont pas de programme économique. C'est pour ça que pour moi, ils ne sont pas viables et ils ne peuvent pas être élus. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas dire que le quinquennat de Macron a été une grande réussite. Et je pense, moi, je peux me tromper, et j'espère me tromper, qu'il est possible, en tout cas, qu'elle arrive au deuxième tour, et on peut avoir des surprises. Ça, c'est quasiment acté, qu'elle soit au second tour, c'est quasiment fait. Hein. Voilà. Maintenant, moi, dans mon cas, je ne pourrais pas voter pour Macron. Et d'accord. Vraiment... Donc, soit si tu te retrouves à titre personnel, un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le chantage du barrage républicain ne fonctionne plus chez toi. Ce serait la première fois de ma vie que je voterais blanc, parce que j'ai toujours considéré qu'un vote blanc, c'était inutile. Alors, c'est pas la même chose que de ne pas aller voter. Mais voter blanc, c'est voilà, parce que ne pas aller voter, c'est donner sa voix à quelqu'un, même si, évidemment, si on rentre dans les considérations, voilà, effectivement, un vote blanc, c'est un vote nul. Donc, voilà, on peut aussi aller dans cette logique-là. Mais vraiment, j'aurais un gros cas de conscience. Et honnêtement, voilà, moi, là, je parle maintenant, mais à ce moment-là, franchement, mais ça, pour moi, ce serait une horreur de revoter pour lui. Parce que j'ai pas confiance. Une horreur. Ouais, bah oui, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que moi, j'ai fait partie des gens qui ont voté pour lui, d'accord, quand il s'est retrouvé face à Marine Le Pen. Je me suis dit, bon, en plus, je me suis dit, voilà, c'est un bon communicant, c'est une machine de guerre, il a su bien s'y prendre, on peut lui reprocher tout un tas de choses, il a quand même fait un hold-up, il s'est servi des médias, voilà, il a utilisé les outils, il s'en est servi. Il avait des bons amis et des copains banquiers d'affaires aussi. Voilà. Donc on peut, voilà, exactement. Ça aide à aider un petit peu quand même. Non, mais exactement, mais c'est pas le sujet. Donc il a réussi.
Il a réussi. Donc là, pour toi, ce qu'il faut retenir, j'y faudrait, et j'aimerais bien que les auditeurs puissent nous appeler aussi pour nous dire ce qu'ils feraient. Si on en croit donc sur Twitter, la question qui est posée, c'est 75% qui disent non, qui sont prêts à ne pas voter Macron pour faire barrage au Rassemblement national. Avant de donner la parole à Philippe, dont je sais ce qu'il va nous dire, Karim Alouache. Karim Alouache, est-ce que pour toi, les électeurs de gauche que tu connais un petit peu seraient toujours prêts à faire barrage au Rassemblement national? Je m'y trompe. C'est vrai qu'on a changé de nom, mais on n'a pas changé les idées. On s'y trompe pas. Karim, pour l'année prochaine, Emmanuel Macron, est-ce qu'il est peut-être en danger face à une Marine Le Pen qui a été décevante en 2017, mais qui se refait une petite santé quand même? Je crois qu'il avait dit qu'il allait reprendre la parole dans quelques instants. Ah, d'accord. Alors, Philippe, puisque tu as la parole, je sais que ça a fait débat entre toi et moi. Oui. Mais oui, non, mais ça a fait débat. Mais toi, vraiment, sérieusement, sans être démagogue, Philippe Bouriaki, est-ce que 2022, deuxième tour, Macron, Rassemblement national, c'est quand même, tu es un républicain. Est-ce que la famille écolo appellerait à voter Marine Le Pen? Ou est-ce que la famille écolo appellerait à voter Macron? Macron. Bon, je peux parler ou comment ça se passe? Oui, mais laisse-moi terminer juste mes questions, après tu peux y répondre. C'est pas des questions, c'est ce que j'ai dit. C'est de la démocratie, mon vieux, tu vois. Ouais. J'aime pas la démocratie, moi je suis un islamo-écologiste. J'ai l'impression que tu n'aimais pas trop la démocratie chez les écolos, oui, absolument. Si, bien sûr que si. Nous, il y a vraiment tous les avis. Non, je te dis, Europe Écologie Les Verts et les pôles écolos n'appellera jamais à voter Marine Le Pen. Jamais. Moi, je vais te parler en mon propre nom, en nom de Philippe Bouriaki. Philippe Bouriaki n'aura pas besoin de faire ce choix-là, et tu pourras me dire que c'est des magos, c'est ce que tu veux. Et je t'invite à regarder l'émission d'El Kabbach ce matin de LCI. Qu'est-ce que Macron a dit il y a quelques jours à son staff, et qui est sorti un petit peu partout dans la presse? Il a dit, le danger pour moi, c'est pas Marine Le Pen, c'est Yannick Jadot. Et il a raison d'avoir ce danger-là. Parce que on va assister à un deuxième tour. Marine Le Pen, Yannick Jadot. Je te le confirme, et c'est Yannick Jadot qui sera élu président de la République. Et nous, on n'aura pas le droit à l'erreur, évidemment, puisqu'on a passé notre temps à critiquer et à apporter quelques solutions. Mais en tout cas, on fera les choses de façon collégiale. Maintenant, puisque c'est la politique fiction et je me prête au jeu comme tout le monde, sinon je serais une grosse langue de bois à tout ce que j'ai toujours condamné, si on devait assister à un duel Marine Le Pen-Macron, je te l'ai dit, il y a plusieurs mois, et tu me dis que j'ai raconté n'importe quoi. C'est au fil des rencontres et des manifestations et de discuter avec les gens, des gens de gauche, des gens qui votent CGT, UNSA, Sud, etc. Les gens m'ont dit, on ne votera pas, on n'ira pas faire barrage. Et moi, je le dis, je ne ferai pas le front républicain, car je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Il se passera ce qui se passera si Marine Le Pen devenait président de la République. C'est pour ça que je vous invite dès le premier tour à mettre pas un bulletin blanc, mais un bulletin vert, celui de Yannick Jadot, pour ne pas assister à cette catastrophe. Je t'ai dit, Marine Le Pen battra Emmanuel Macron, puisque comme des gens comme moi, qui ont toujours fait. Je viens de recevoir un SMS du CSA qui nous dit, attention, les écolos sur France Maghreb 2 ont pris déjà beaucoup de temps d'antenne. Énorme. Mais quel ostracisme, le CSA. On sait d'ailleurs, ils sont payés par la Macronie. Christine Kelly, ils sont elle n'y est plus, Christine Kelly. Elle est avec Zemmour maintenant. Non, mais je te l'ai dit. Moi, des gens comme moi ne feront pas ce qu'on appelle le front républicain, parce que ça suffit ce chantage. Alors, on pourra nous traiter d'irresponsables, mais moi, sur le banc des accusés, je veux voir les responsables. Ceux qui font en sorte qu'à chaque fois de jouer avec le feu et d'avoir le Front National en face d'eux, pour nous obliger. Voilà, c'est fini. Ça ne marchera pas ce coup-ci. Et le gars, Hassan de Colombe, pardon, Audrey, mais Hassan de Colombe, bonsoir. C'est bon aussi d'écouter le peuple. Oui. Hassan, comment ça va, mon Hassan? Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir, Hassan. Allô? Oui, on t'écoute alors, Hassan. Alors, qu'est-ce que tu fais dans un excusez-moi, j'ai écouté effectivement la question et ça m'intéresse énormément. C'est une question qui me turlupine depuis des années. Normalement, je ne suis pas quelqu'un de naïf et pourtant, je pense que je ne suis pas le seul. Nous le sommes et depuis des années. Déjà avec Hollande, vous ne pouvez pas imaginer la déception que j'ai depuis et je la garde encore. J'ai fait exactement ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est-à-dire j'ai voté pour lui, à la fois parce que bon, j'ai des sensibilités de gauche, ça je le nie pas, mais j'ai aussi voté pour lui plus contre que pour lui. Et là, la question pardon, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Hassan. Oui. On t'entend très bien. Et la question revient aujourd'hui avec Macron. Avec Macron, depuis 2 ans, j'ai voté aussi pour lui, je le dis clairement. Depuis 2 ans, je me pose cette question que vous êtes en train de poser aujourd'hui. Et c'est clair que c'est fini, c'est définitif.
je ne ferai plus ce jeu-là de dire je vote contre. Madame Le Pen, elle passera. Elle passera. Si c'est pas cette fois-ci, elle passera. Si c'est pas elle, quelqu'un d'autre. Parce qu'il suffit de regarder la télévision, il suffit d'allumer la télévision pour voir comment les journalistes, comment certains philosophes, comment certains intellectuels, ils font plus le jeu du politique que le jeu de l'intellectuel ou le jeu du philosophe. On voit une France qui se sépare. On voit un extrémisme de plus en plus montant. Et donc, elle montera, elle passera, c'est clair et net. Donc moi, je ne voterai pas pour Macron et je serai très, 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 très malheureux le jour où je vais voter. Parce que j'ai pas envie qu'elle passe. Et pourtant, je n'ai pas envie non plus de faire le jeu de ce jeu de contre. Voilà, merci beaucoup. C'est cette sensation-là. Hassan, pourtant on dit bien, si je ne m'abuse, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Ouais, bon, souvent. Rien ne vous interdit de bien choisir au premier tour. Voilà. Et puis après, Christophe, d'éliminer. Blague à part, il y a quand même énormément. Moi, franchement, je discute aussi comme Philippe, même si je suis pas engagée politiquement, je veux dire. Je mais bon, si vous discutez avec toujours la même tranche pas du tout, pas du tout. Je t'assure. Écoute, la majorité silencieuse, vous en faites quoi, les amis? Christophe, tu sais très bien. La majorité silencieuse. Tu sais très bien que j'ai animé pendant quelque temps une émission politique et que j'ai parlé avec un peu de tout, et même autour de moi, des gens, je veux dire, j'ai de tout, les opinions politiques. T'as animé une émission politique sur une chaîne, c'est ça, une chaîne de télé? Ouais, il y a quelques temps. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu d'un... Télé complotiste, non, c'est ça? Pardon. Ce qui est dit est dit. Hein. Non, mais arrête, on va pas s'évanouir, tout ça pour te dire que j'ai discuté un peu avec tout le monde. Mais moi, quand j'entends des citoyens lambda, et on va dire comme toi, moi, tout le monde, qui disent: on a essayé la gauche, on a essayé la droite, et ben on va essayer Marine Le Pen. Et ça, ça fait des années que j'entends ce discours. Pardon, mais ça fait des années que j'entends ce discours. Alors, pareil. Le seul cas où éventuellement il y a peut-être une ouverture, je me dis que si au départemental et au régional, Europe Écologie Les Verts font un bon score, symboliquement, peut-être que ça peut donner un peu d'espoir. Je parle symboliquement. Voilà. Alors Karim Alouache. Je suis là. Oui, alors Karim. Un peu parce qu'il y avait un petit discours et une minute de silence pour le recueillement du... Bien sûr, on est en direct, je rappelle, de la marche de petit Ayman qui a été tué à Bondiac à l'âge de 15 ans vendredi dernier. Je vais essayer de rééquilibrer le débat. Oui, vas-y. Philippe, soyons un petit peu sérieux. D'abord, il y a écologie. Et que au niveau de l'écologie, il y a des écologies extrêmes. Et moi, quoi qu'il arrive, je serai toujours contre les extrêmes. Ça, c'est la première chose. Donc, Yannick Jadot, et c'est normal, tu es dans ton rôle, Philippe, tu essayes de faire un peu campagne. Je n'ai aucune crainte d'un passage au premier tour du mouvement écologie. Et puis, votre meilleure ambassadrice, c'est Anne Hidalgo. Donc, pour là, on peut dormir tranquille. Il n'y aura jamais de deuxième tour avec Yannick Jadot et Europe Écologie. Même si je t'apprécie énormément. Quel est le rapport avec Anne Hidalgo? Quel est le rapport avec Anne Hidalgo? Parce qu'on l'associe souvent, elle nous fait des réformes écologiques sur Paris. Non, vous l'associez. La deuxième chose. Vous l'associez, c'est un fait. Philippe, je t'ai laissé parler, je te laisse parler. La deuxième chose, pour être président de la République, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il faut un programme, c'est pas que de faire pousser des arbres ou d'enlever le sapin. Il faut juste apprendre à lire les programmes. Derrière, on a détruit un arbre. Donc, soyons sérieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un président qui a fait ce qu'il a fait, mais il fera son bilan. Et il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été moins bien faites, et puis il y a des choses qui n'ont pas pu être faites. Et puis, on verra bien. Mais le sujet, c'est pas le débat. Est-ce que pour ou contre Marine Le Pen? Vous dites ce que vous voulez dire parce que chacun est dans son rôle, mais je sais parfaitement que s'il y avait un deuxième tour, comme vous le dites, selon la description que vous en faites, bien sûr qu'il y aura un barrage à Marine Le Pen, comme ça a été fait avec Jacques Chirac, comme ça a été fait avec tout le monde, je veux dire. Donc ça veut dire que tu n'entends pas le peuple, Karim. Tu n'entends pas le peuple. Je t'ai dit, la Macron, c'est une secte. Tu n'entends pas tous ces gens qui disent non. Attends, pardon, Karim. Juste, laisse-moi terminer. Tu n'entends pas tous ces gens qui s'expriment aujourd'hui au travers de différentes enquêtes qui te disent on a joué le jeu du Front républicain en 2002, on a joué le jeu en 2017, on ne jouera plus le jeu, ça ne marche plus, Karim. Karim, je t'assure que franchement... C'est pas Emmanuel Macron.
qui a fabriqué le Front National et Marine Le Pen, c'est François Mitterrand déjà. Oui, mais peut-être qu'il n'a rien fait pour l'amoindrir, hein, excuse-moi. Il n'a rien fait pour l'amoindrir. Hein. Ce que je dis, écoute, au moins la conférence de presse de Darmanin et de Schiappa hier, la première chose qu'elle dit. Vous êtes dans la condamnation et vous n'êtes pas dans l'observation. On dit dans la constatation, cher Karim. On constate. Non, mais je te dis, il est récupérable, c'est fini. Non, mais ils l'ont drogué. Je ne vais pas vous faire la liste à l'après-vert de tout ce qui a été fait par le gouvernement, ne serait-ce que rien que pendant la crise du Covid en termes de mesures sociales. Et vous voyez, c'est un banquier d'affaires qui défend les mesures sociales et pas ceux qui sont censés en théorie défendre les mesures sociales qui vous le dit. Non, mais mesures sociales, c'est donner 5 milliards à Sanofi pour licencier, pour donner 4 milliards de dividendes et licencier 800 personnes. Enfin, c'est très drôle, ça. Philippe, je ne suis pas responsable de ta condition sociale. Ah non, mais ma condition, mais elle est au top. Et Macron n'est pas responsable de ta condition, comme de la condition de beaucoup de gens. Mais non, mais le problème, je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Parce que moi, ma condition sociale. Moi, je t'ai bien laissé dire qu'il y aura un deuxième tour. Le sapin de Noël, Yannick Jadot contre Marine Le Pen. Ouais. Tu plaisantes ou tu connais pas ? Vaut mieux un sapin de Noël qu'un vampire comme Macron qui est là pour travailler que pour la finance, parce que les Gilets jaunes, pendant 2 ans, hormis se faire gazer, se faire mutiler, se faire enfermer de façon arbitraire et se faire ficher S, ok, on a eu du mal à trouver 3 milliards. Par contre, pour la finance, les 100 milliards, ça pose pas de problème. Les 100 milliards d'évasion fiscale au Luxembourg, ça, Macron, il n'en parle jamais, mais pas me parler mais tout le temps de séparatisme, de voile, d'islam et de musulmans. Ça, Macron, il est champion du monde. Et au dernier moment, quand il pense et que ça sent le sapin, qu'est-ce qu'il dit ? Ah bah, vous savez quoi ? On va reconnaître. Philippe, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, vous n'y arriverez pas. Et vous n'y arriverez jamais. On verra. Parce qu'au lieu d'être dans la proposition, vous êtes dans la diabolisation. Mais c'est la réalité, c'est pas diabolisation. 2 partis qui sont dans la diabolisation. Oui. Maintenant, j'en connais un 3e, c'est le vôtre. C'est le Rassemblement National. Et les filles de Mélenchon, arrêtez de diaboliser, construisez, proposez, Karim. Et ensuite on verra. On n'arrête pas de proposer. Karim. On n'est jamais entendu, excuse-moi, André. Karim, juste, je voudrais te poser une question. J'entends ton raisonnement. C'est la journaliste qui parle, là. Anne Sinclair. Non, j'entends ton raisonnement. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire tant mieux, parce que j'ai pas envie que il est terminé. Non, pourquoi tant mieux ? Non, pardon. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous avez pas écouté ma réponse de tout à l'heure, alors. Mais laissez-moi finir mon raisonnement. J'ai envie de dire tant mieux, parce que dans tous les cas de figure, je n'ai pas envie que le Rassemblement National arrive au pouvoir. Est-ce que je peux te poser une question, Audrey ? Qu'est-ce que ça va changer ? Je ne veux pas différence entre Macron et... Attends. Qu'est-ce que ça va changer avec toutes ces lois liberticides qui ont été passées ? Et aussi, il faut le dire, pas que sous Macron, mais sous Hollande, sous la gauche en particulier, qu'est-ce que ça va changer que Marine Le Pen arrive au pouvoir ? Pardon, je vous pose la question. Je vais te répondre, Christophe, mais je vais poser ma question à Karim d'abord. Oui. Avec plaisir. Moi, quand je parlais tout à l'heure du fait que j'ai discuté avec des gens, je parle des gens, des citoyens lambda, des gens de la masse populaire, des gens qui ne prennent pas forcément le temps de s'intéresser à la politique, soit parce qu'ils n'y croient plus, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce que ça les épuise, pour X ou Y raison. Et la majorité des Français sont dans ce cas-là. Et je peux te dire que les gens qui m'ont dit eh bien, tant pis, si Marine Le Pen passe, je peux te garantir que ce sont des gens, mais vraiment, si tu savais qui c'est, jamais la catégorie sociale des gens, jamais tu pourrais imaginer. Non mais. Alors rapide, Karim, parce qu'on a un auditeur, il faut écouter le peuple dans cette émission. Vas-y, Karim. Oui, non, moi ce que je veux dire, c'est que construire un raisonnement sur la base que tu es pauvre à cause des riches, c'est la plus grosse enfumade qui existe. Et c'est la plus C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les gens. Non, mais ils ont ce qu'ils veulent, de manière générale. Les riches n'ont jamais fabriqué des pauvres. Les politiques ont fabriqué des pauvres, et notamment le gouvernement, le premier qui a construit ça, c'est François Mitterrand. Et tous ceux qui ont suivi, Julien Drey et toute la bande, vous savez, la génération Mitterrand. C'est ça qui a fabriqué du pauvre. Mais le riche n'a jamais. Ah non, c'est le choc pétrolier qui a fabriqué du pauvre. C'est pas ce que j'ai dit. Je te dis que les gens sont fatigués. Alors on va écouter Fatah, pardon. Je reprends de l'ordre, je reprends les rênes de cette émission parce que
Sinon, on va pas se laisser avoir. Oui, écoute, Fatah de Provins nous attend au téléphone 01 40 33 9000. Que va faire Fatah en 2022? Salut mon Fatah. En tout cas, ce sera pas mieux que le RN. Moi, je vais faire comme. Je vais voter le premier tour en mon âme et conscience. Et si le second. Est-ce que tu as déjà fait ton choix, sans savoir lequel? Est-ce que tu as déjà fait ton choix? Je m'abstiendrai, je ferai un vote blanc. Et au deuxième tour, donc, est-ce qu'on fait barrage au Rassemblement National, Fatah? Est-ce que ça marche toujours chez toi? Je le fais pas. Je le fais pas parce que pour toutes les raisons qu'ont évoqué l'autre auditeur et certains de vos invités, je voulais simplement dire également à Karim, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça soit Mitterrand qui a créé le Front National, mais tous les autres candidats, tous les autres partis, jusqu'à ce jour, ont été le terreau du Front National. Aujourd'hui, tu te retrouves face au Front National au deuxième tour, tu passes tranquille. C'est ça la stratégie. Donc ça a toujours été... Alors là, on arrête nos conneries et on tombe plus dans le panneau. Je suis pas sûr que le Front National veuille la présidence. Je suis pas sûr que Marine Le Pen veuille être président. Je suis pas sûr. Oui, mais par contre, Marion... Si je peux te répondre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Front National ne veut pas de la présidence pour une bonne et simple raison. C'est que d'abord, ils ne sont pas prêts à la prendre. Ils n'en ont pas les moyens. Par contre, clair. Moi, je vais vous dire une chose, et ça n'engage que moi, et c'est mon sentiment. Pourquoi Macron sera réélu? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui est prêt à présenter quelqu'un. Les LR, si. interne, les LR. Si. Le PS ou la gauche, ils sont complètement disloqués. Mélenchon, j'en parle même pas. La mégalomanie et le populisme, c'est pas pour moi. Ça Donc peut aller très vite. Je crois qu'en réalité, et c'est un constat purement politique, de science politique, c'est qu'en réalité, celui qui fait consensus parce que les autres ne sont pas prêts, c'est Macron. Merci parce que ça rentrait dans une logique. Il repousse les gens. Parce que ça serait dans une logique. Parce que c'est incroyable. On sait au moins ce qu'il fait. Et en réalité, moi, je veux qu'on présente le leader de la République en marche. Je veux vraiment qu'on le présente. Philippe, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Mais les politiques aujourd'hui sont sur la projection de 2027. Mais pas du tout. De 2022. Mais pas du tout. Je peux t'assurer qu'à Europe Écologie Les Verts, on est sur la projection de 2022. Oui, mais écoute, et vous allez voir, le tsunami vert. Mais je suis très sérieux, Karim. Je t'ai écouté. J'ai écouté. Pour une municipale. Mais comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quasiment présent dans toutes les villes. Il y a des villes sur lesquelles. Au municipal, Karim, pardon, mais au municipal, là, ils ont quand même fait une sacrée percée, non? Attends, mais c'est pas compliqué. On n'a qu'à voir, Karim. Attends, s'il te plaît, Karim. Attends, Karim, on écoute Philippe. On a juste qu'à regarder la projection de la République en marche. Pendant les municipales, ça a juste été la bérésina. Vous êtes fait massacrer de partout, même quand vous êtes allié avec la droite, c'est là où on vous a explosé. À Bordeaux, à Marseille, à Lyon, vos bastions, on les a pris, mais franchement, en sautant sur un seul pied, tu vois. Strasbourg. Heureusement qu'on est deux. Strasbourg, j'en parle même pas. Donc là, on est en train de me comparer un truc qui s'appelle La République en marche, qui a pris 80% de la social-démocratie des cadres strauss-kahniens, ultra-libéraux, qui venaient, tu sais, la gerbe du PS que personne n'en voulait, tant mieux qu'ils soient bien identifiés à droite. Aujourd'hui, il est en train de faire la course à l'échalote avec le Front National en essayant de diviser la population, en essayant de stigmatiser la population musulmane. Moi, je le dis, je serai musulman dans la République en marche, j'irai tout de suite manger un couscous au halouf. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et excusez-moi d'être aussi vindicatif. Non. Quand j'entends ces choses-là, dire que je suis parti. Mais si, mais attends, je suis désolé, la loi de séparatisme. Vous avez entendu, vous avez écouté Madame Schiappa hier, ce qu'elle a dit, les premiers mots de. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit Schiappa hier? La première chose qu'ils ont dit, nous, on va lutter contre tous les séparatismes, surtout, et en particulier, ils ont dit tout de suite séparatisme et musulmans dans la même phrase. Vous avez vu le débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin? Le mec, il dit à Marine Le Pen, je le trouve trop molle quand même. C'était ça, c'est vrai. Karim. Non, mais Karim, là-dessus, réponds là-dessus, Karim. Dire que vous êtes des réacs de droite pur jus, et ça, c'est pas un problème. Au moins, alors, réponse de Karim. Philippe. L'assume. Karim, réponse là-dessus, parce que là, il ne dit pas que des conneries, Philippe, quand même. Non, j'entends bien. Alors, d'abord, il ne faut pas mélanger la République en marche et Emmanuel Macron. Et si tu connais bien
l'organisation et la strate politique, pour moi, qu'il y a une grosse différence. Celui qui ne l'a pas vu, c'est celui qui ne fait pas d'analyse politique de ce qui se passe en France. C'est l'appareil de soutien de la Non, mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Il faut voir les choses. Philippe, tu me laisses parler, je t'ai laissé parler, tu me laisses parler, et que les auditeurs puissent entendre complètement mon raisonnement. La deuxième chose, c'est pas parce que on regarde un président qu'on est obligé de soutenir tous ses ministres et tous ceux qui le représentent. C'est lui qui est on a le droit de pas être d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais non. Attends, mais laissez-moi terminer. D'accord, vas-y. On a le droit de pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord sur tout. Il y a certains ministres avec lesquels c'est pas ma tasse de thé, et je le dis, et je l'assume. On parlait des présidentielles. Croyez-moi que si Emmanuel Macron, quand Emmanuel Macron aura son deuxième mandat, le gouvernement ne ressemblera pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. Mais il a qu'à le faire tout de suite alors. Mais il a qu'à le faire tout de suite. On est dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Philippe, le débat, il était est-ce que Macron va être élu ou pas? Moi, je t'ai parié ce que tu veux. Je vais te dire un truc. Rapidement, il y a la pub. Il n'y a aucun parti politique qui a aujourd'hui l'exclusivité d'islamophobie et du racisme. Aucun. Ah bon? D'accord? Ah aucun. Oui, ah bah, aucun. trouve-moi des paroles sensées dans au Parti communiste. Tu vois, je vais même pas parler d'Europe écologie. Non, mais écoute, moi, si je peux me permettre. Des propos racistes ou islamophobes au Parti communiste. Trouve-moi des propos racistes ou islamophobes au Parti socialiste. Trouve-moi. Philippe et Karim. À Nouvelle Alors, stop. Philippe, stop. Karim. On arrête. On a vu que ça passionne les débats. Et nous n'y sommes pas encore. Mais dans un instant, on a quand même d'autres sujets à aborder. On va écouter Audrey Pronosti dans un instant qui nous a fait un petit papier sur le devoir de mémoire. Et peut-être qu'on peut saluer ce qui a été dit hier soir sur l'Algérie par Emmanuel Macron. On en reparle dans un instant. C'est le grand forum avec Karim Alouache, pour Yaki et Audrey Pronosti. Et les gars sont d'ores et déjà en campagne. Tout de suite. Eh oui, merci d'être avec nous en direct. Je tiens à saluer d'ailleurs là où je suis. Je passe une spéciale à Hamidouche, à Jamila, à Selma, à Naïma et Yacine. On est bien reçus ici. On a bu le thé à gogo, on a mangé. Le mec, il est aussi. Il dit ouais, merci Naïma. T'es fou toi ou quoi? Non, je suis pas loin de là. Je suis limite en province là. Vraiment, je suis bien. Là. On est bien là. J'ai pas envie de rentrer. Et quand même avec vous cet après-midi avec Karim Alouache, banquier d'affaires, qui lui est à Bondy. C'est ce qui permet la magie de la radio en direct de cette marche. D'ailleurs, on en est où, mon Karim? Est-ce que cette marche est terminée? Est-ce que la dispersion a commencé? Comment ça se passe? Oui, ça y est. D'accord. Alors on en reparlera dans un instant. Oui. Vous m'entendez? Ah oui. Oui, on t'entend. Oui, donc tu nous disais que c'est terminé. Ça y est, je suis avec quelques Bondinois. On est sur le chemin du retour. Chacun retourne dans ses quartiers et je le redis avec beaucoup d'émotion parce que beaucoup d'incompréhension sur ce qui s'est passé. Pour moi, mais pour beaucoup de gens, on a passé un cap. Voilà. Ouais. Donc, et la dispersion se passe dans le cadre. Voilà. On en parlera tout à l'heure puisque tu souhaites évoquer ce sujet. Un sujet que tu connais bien entendu. Mais pour l'heure, on va écouter Audrey Pronosti, si la technique nous le permet. Oui, je pense que tu es prêt. Audrey Pronosti, comment ça, non? Audrey Pronosti, qui va revenir sur le devoir de mémoire, faisant un petit peu écho et peut-être étant inspiré de ce qu'a dit Macron hier au sujet de l'Algérie. Audrey Pronosti, on écoute. Le devoir de mémoire est fondamental et essentiel. Il traduit et retrace l'ultime référentiel. C'est l'histoire d'une nation qui parfois a du mal à accepter ses abominations. Pour qu'elle soit unie dans sa diversité, chaque citoyen a le droit à la vérité. La vérité du passé, même le plus lointain, même celle des plus inavouables pour de meilleurs lendemains. Bon nombre de citoyens ont des racines différentes, pourtant vivre ensemble au présent est chose inhérente. Pour avancer vers un avenir doté d'espérance, il faut savoir s'interroger sur notre expérience. Parfois, la grande histoire est complexe et ombrageuse, mais les preuves du passé ressurgissent souvent de façon impétueuse. L'histoire doit nous apprendre de nos erreurs, pourtant bien trop souvent elle se répète sans correcteur. Savoir regarder en arrière et faire le bilan de ses fautes, c'est offrir une chance à une nation de grandir, d'être plus haute. C'est permettre à certains parmi les siens de se reconstruire, à certains oubliés d'être reconnus grâce aux souvenirs. Cette nation, construite d'un passé composé, de femmes et d'hommes parfois déracinés, a besoin de savoir se poser un moment, de se recueillir et de graver dans le temps.
ce qui a été oublié, omis, caché ou même négligé par un geste ultime d'humilité ou d'honnêteté. Ainsi, avec une fervente volonté de mémoire transmissible, la nation pourra alors parler d'une et indivisible. Audrey, pronostic sur le devoir de mémoire, faisant écho évidemment avec ce qui a été déclaré hier, et nous reviendrons d'ailleurs vendredi prochain puisque nous parlerons d'Ali Boumendjel, pour qui Emmanuel Macron a reconnu, la France, donc au travers Emmanuel Macron, a reconnu sur ce qui a été maquillé comme un suicide depuis 1957, que c'était bel et bien l'armée française qui avait assassiné et torturé le militant Ali Boumendjel. Et France Maghreb 2 a bien connu son fils Sami Boumendjel, qui lui aussi nous a quittés, Allah rahmou. Et Tarek Mami nous en parlera, connaissant bien la famille Boumendjel. D'abord, quelle a été ta première réaction, Karim Alouache, hier sur cette déclaration d'Emmanuel Macron au sujet de l'Algérie et sur le fait qu'il ait décidé, enfin qu'il ait déclaré au sujet de Ali Boumendjel que la France reconnaissait sa responsabilité dans la mort d'Ali Boumendjel? Alors, est-ce que ça va améliorer les relations entre la France et l'Algérie? Et quelles sont les relations surtout entre la France et l'Algérie? Moi, j'avais dit ce que je pensais du rapport de Stora. Tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien dedans pour moi. Il n'y avait pas grand-chose. Effectivement, il y avait ce point-là. À titre personnel, pour la famille, c'est bien. Je dis bien pour la famille de la victime. Je suis désolé, il y a une moto qui est passée. Du rapprochement entre les deux pays. Franchement, l'Algérie est dans un tel état aujourd'hui et les relations ne sont pas en réalité ce qu'elles paraissent être aux yeux de tous. Les gens se font beaucoup d'idées sur les relations entre la France et l'Algérie qui sont complètement fausses. Pour les avoir rencontrés et côtoyés, les autorités algériennes s'entendent très très bien avec les autorités françaises. Maintenant, moi, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit pour l'esclavage. C'est pas en déboulonnant des statues, c'est pas en reconnaissant, c'est pas en rendant des crânes que personne ne connaissait d'ailleurs avant, qu'on progresse pour la situation. Moi, ce que j'aimerais, c'est pas des gestes symboliques. Et je dis, c'est très très bien pour la famille de la personne concernée. Par contre, pour les relations France-Algérie, qu'est-ce qu'on fait en France pour les Algériens? Qu'est-ce qu'on fait avec les binationaux? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les inégalités et le racisme? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le plafond de verre? Qu'est-ce qu'on fait pour permettre... est-ce qu'on met des quotas ethniques dans les grandes entreprises, dans les concours des grandes écoles et autres? Parce qu'on sait tous très bien que ce genre de choses est purement subjectif et que le plafond de verre est une réalité et pas une légende. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on fait pour aider économiquement l'Algérie? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que des jeunes Algériens, 500 000, prennent des bouées, des canots de sauvetage et essayent coûte que coûte de traverser la Méditerranée pour venir en terre d'accueil en France? Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là, les annonces faites comme ça, ils n'en ont strictement rien à faire? Voilà, ce qu'il faut, c'est maintenant être dans le concret. Qu'est-ce qu'on met en place? Quels sont les échanges qu'on fait? Comment vous voyez, le plus grand respect de l'Algérie, c'est déjà de respecter les Algériens de France. Et quand je parle des Algériens de France, je m'attache à parler des binationaux, parce que laisser pour compte des deux côtés de la Méditerranée, je dirais. Voilà. Audrey, par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, ça t'a inspiré ce texte? Est-ce que ça t'évoque quand tu écoutes Karim, par exemple, nous dire que finalement, ça va absolument rien changer? Je comprends ce qu'il dit parce qu'effectivement, il a un petit peu élargi le sujet. Effectivement, après, concernant la jeunesse algérienne ou alors concernant les binationaux, effectivement, cette reconnaissance, peut-être que voilà, ça va rien changer dans les faits. Quand tu parles des entreprises, du plafond de verre, ok. Mais en attendant, je trouve quand même qu'il y a un pas de fait et c'est quand même une bonne chose. Alors évidemment pour la famille, mais je pense que c'est symbolique et le devoir de mémoire, c'est important. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, Philippe parlait d'autres dates clés qui n'ont pas encore été
qui n'ont pas encore été reconnus, et ben moi j'ai envie de croire que ça va continuer, j'espère en tout cas. Donc voilà, moi en tout cas ça m'a inspiré le fait que le devoir de mémoire, même si parfois il y a des choses qui sont pas forcément jolies, et ben il faut être capable de les reconnaître. Maintenant je suis pas dans l'état d'esprit de se dire que il faut tout casser, mais en même temps je comprends ceux qui ont voulu déboulonner certaines statues. Pourquoi? Parce que voilà, il y a certaines statues, je pense que elles n'ont plus lieu d'être. Et si la France est capable d'accepter ça, ça veut dire qu'elle évolue. Et voilà, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Évidemment, pour rebaptiser certaines rues. Voilà, on en reparlera la semaine prochaine, mardi, avec Olivier Lecourt Grand Maison ça s'appelle l'évolution. Mohamed Kaki, qui ont lancé une pétition pour justement rebaptiser certains noms de rues. Effectivement. Alors, Philippe Boyaki, c'est un premier pas. On le salue ou pas? Je serais de mauvaise foi de ne pas saluer toutes les reconnaissances pour tous les devoirs de mémoire. Et toi qui te bats en plus pour ce genre de choses, Philippe. Mais complètement, je le dis. Alors, peut-être du fait de ma double culture franco-algérienne, de ce pays auquel je suis très attaché, même si je le connais, quand je dis quasiment pas, parce que je suis parti à l'âge de 5 ans, j'ai été jusqu'à l'âge de 11 ans, et puis de temps en temps après, étant adulte, mais vraiment brièvement, et aussi pour des histoires professionnelles et familiales, parce que j'ai une partie aussi de ma famille qui est là-bas. Mais pareil, hein, on m'a vu à plusieurs représentations et manifestations pour reconnaître tous les crimes dus à la colonisation, que ce soit en Algérie ou que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Afrique, en Asie, en Guyane, à La Réunion. Moi, je me bats aussi pour qu'on inscrive dans le calendrier mémoriel du 17 octobre 61, de l'automne 45 et du 20 décembre. Et si je le dis 20 décembre, parce que je le dis à la forme réunionnaise qui a connu l'abolition de l'esclavage 4 ans après les autres territoires des Outre-mer et des Antilles. Évidemment, merci. Je ne vais pas cracher dessus, mais merci. Mais je demande maintenant qu'on aille jusqu'au bout et que ce ne soit pas juste des effets, entre guillemets, d'annonce, qu'on ouvre tous les dossiers. Parce que c'est ça. Tous les dossiers, sans exception, qu'on sache réellement ce qu'on a fait, et pas dans un souci de raviver une haine, une colère, une rage. Moi, je suis l'amour de ces deux peuples, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre la France et l'Algérie, entre les Algériens et la France, entre les Français et les Algériens, mais il y a aussi une cicatrice ouverte, violente, parce que quand… Ouais, si je t'aime moi non plus, parfois. Non, mais c'est pas ça. Tu as un dominant et un dominé. Quelqu'un qui avait des cailloux et l'autre qui avait l'armement nucléaire. Je rappellerai les essais nucléaires qui ont été faits en Algérie. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine dernière, lorsqu'il y a eu le vent et le sable du Sahara. Tu as vu ce qu'on a dit? Ah merde, putain, il y a des poussières radioactives. Ouais, mais les gens qui sont là-bas, ça fait 60 ans qu'ils les prennent. Donc ça oui, ça c'est vrai. C'est les conséquences qu'aujourd'hui, la population algérienne continue Les Algériens aujourd'hui ne demandent pas réparation. Ne les forcez pas à vous demander réparation, parce que alors là, c'est le scénario catastrophe, cette histoire. La seule chose qu'ils demandent, c'est la reconnaissance et puis les accords bilatéraux qui puissent être respectés. Je ne connais pas, hormis des purs et durs qui… J'ai pas fini, mais ce que demandent les Algériens, c'est que l'Algérie change. Ça, non, ne parle pas pour le peuple algérien, Karim. Sois adorable. L'Algérie, elle se transforme, elle change, et la jeunesse, elle est en droit de réclamer plein de transformations, tout à fait. Elle est en droit de réclamer, et c'est légitime qu'on arrête l'oppression et la liberté d'expression, qu'elle soit la plus large possible, et la liberté d'opposition aussi, qu'on arrête les trafics d'influence et les corruptions, tout à fait, c'est complètement légitime. Mais ce que demande aussi le peuple algérien, c'est aussi la reconnaissance des atrocités qui ont été commises. Tant qu'on mettra ce voile sur, voilà, justement le mot exact, ce voile sur cette page sombre de l'histoire, eh ben, on sentira qu'il y a une différence de traitement dans le devoir de mémoire. Et tout ce qui est positif pour le devoir de mémoire, eh ben, moi, je le salue et j'applaudis. Mais je ne veux pas que ça soit des effets d'annonce. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, pour le 25 août, pour la commémoration de la libération de la Provence et du sud de la France, Emmanuel Macron a fait une très belle déclaration. Il faudrait qu'il y ait des noms
de rue au nom de celles et ceux de toute la diversité de la France qui ont libéré, la mère patrie. C'en est où des faits? C'en est où? Parlons le maire de Cabourg, par exemple, il est pro-Macron. Ouais. Karim Alouache. J'ai une déformation professionnelle, mais je suis quelqu'un de très pragmatique et j'aime bien aller à l'efficacité. Et je préfère les actes à beaucoup de longs discours. Tu devrais le dire à ton président, alors. Attends, mais la reconnaissance ne vous nourrit pas. C'est comme dire, c'est de la faute des riches que t'es pauvre. Prends riche, ça n'a jamais personne ne dit ça. Personne ne dit ça, Karim. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je vais vous dire, parce que je connais relativement bien l'Algérie. En plus, mon père, père à son âme, était un ancien combattant du FLN. Il a donné sa vie et sa santé pour le FLN en France, la fameuse 7e wilaya. Ma maman est une combattante du FLN qui a fait de la prison en France pour le FLN, etc. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'abord, il y a une réalité. Les Algériens en Algérie sont en adoration de la France, adorent tout ce qui vient de France. Tout à fait. Je me souviens, on allait en vacances, mais on disait, mais attends, il y a les mêmes produits en Algérie, non, on s'en fout, ça vient de France, c'est mieux, etc. Et croyez-moi, toutes les personnalités algériennes, je dis bien toutes les personnalités algériennes, ont une double nationalité. Et quand une personne en Algérie devient importante, il y a un lieu de résidence ici aussi en France. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle achète un bien immobilier en France pour acquérir la nationalité française. Exact. Donc, ne soyons pas des hypocrites. Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est très bien. Non, mais attends, c'est très bien d'annoncer ça. C'est pas le moment, c'est pas l'urgence du moment. On a des sujets beaucoup plus importants. Et je dirais aussi bien ici que là-bas, il y a des choses plus urgentes, plus importantes et de fond à faire, qui ne serait-ce que par l'acceptation des gouvernements de ces enfants. Parce que je suis désolé, je suis français, parce que dans les accords, c'est pas incompatible. L'Algérie et la France ont fait en sorte que juridiquement, je sois français, et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, je ne demande pas mieux qu'à être traité comme un Français en France et comme un Algérien en Algérie, de même droit. Et je pense que la France et l'Algérie ont une opportunité. Attends, et je pense que la France et l'Algérie ont une vraie opportunité avec les binationaux. Et c'est là où se crée le lien, comme les Britanniques avec l'Inde l'ont fait et comme d'autres pays l'ont fait avec. Karim, je vais te poser une question très simple. Une question très simple. Est-ce que tu estimes qu'on devrait arrêter la commémoration du 26 mars, la libération des camps nazis? Est-ce que tu considérais qu'on devrait oublier de commémorer ce qui s'est passé à Auschwitz, la Shoah? Est-ce que tu considères que par tes propos, là, que tu dis, ils sont de même nature que ce que tu renvoies au peuple algérien qui demande la reconnaissance d'un crime contre l'humanité? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République actuellement qui était candidat et en campagne. Je vais faire une Mélenchon. Non. Le peuple algérien, c'est moi, déjà. Non, mais le peuple algérien, c'est moi. Si mais moi aussi, je le suis aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le devoir de mémoire, je dis qu'il ne faut pas faire du devoir de mémoire le sujet principal. Ce n'est pas la même chose. Mais quel sujet principal? Il n'y a pas de sujet tout. Non, mais ça fait 1 heure qu'on parle de ce sujet-là, c'est très bien. Non, moi, ça fait 10 minutes, carrément. Non, mais à titre mais à la Macronie, ils n'ont pas le même temps, si tu veux. Non, mais écoute, quand tu remettras ton sapin à Bordeaux, on pourra parler de Macron. Une seule chose. Je préfère les mettre dans l'aide sociale et 68 euros. Parce que tu m'appelles Macron, mais moi, je ne suis pas prêt à sacrifier le Noël des enfants. Mais justement, les 68 euros du sapin de sacrifice. Arrêtez vos pichenettes, là. Non, mais les amis dans les familles, les plus en difficulté. Oui, bien sûr, Philippe. Il a redonné du sens. Revenons sérieux. Je trouve très beau le texte. D'abord, je trouve très beau le texte qui a été lu, et c'est très bien. Moi, j'aimerais une réconciliation. Pas une réconciliation. En fait, c'est marrant, on parle de réconciliation comme si l'Algérie et la France étaient en guerre. Mais quand vous connaissez les Algériens, et quand vous connaissez même les autorités algériennes, les officiels algériens, je ne vois pas où allait la guerre. Karim, excuse-moi, Karim, si tu parles du texte que j'ai écrit, moi, c'était... Oui, parle du texte que tu as écrit, Audrey, oui, absolument. Eh ben, c'était quelque chose de général. Je parlais pas spécialement. Attention, t'as général au garde à vous. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je parle du devoir de mémoire, mais vraiment en général. Là, c'était vraiment un texte qui parlait du devoir de mémoire en général. Là, il s'avère que c'est cet événement-là qui m'a inspiré. Audrey, Philippe,
Stop. Je demande un stop général. Moi, oui. Garde à vous. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé à Bondy. Karim, tu as souhaité nous en parler. Tu as participé à la marche comme beaucoup d'habitants de Bondy. Et on va en reparler dans un instant pour clôturer cette émission du Grand Forum parce que le temps passe vite. Je sais qu'on est bien. Mais alors, les gars, vous êtes vraiment en campagne. Hein. Vous envoyez des petites pichenettes à travers la figure. Hein. Ça sent la... Ah non, mais quoi, toi aussi, t'es pas le dernier, mon Karim. Hein. Non, mais moi, je fais pas campagne. Je sais que Macron, il a gagné. Donc, oui, bah, et que économisez tous votre argent. C'est... oui, d'accord. D'accord. Oui. Eh ben, quel mépris de la démocratie. Non, mais il a raison. Tout de suite. On n'a pas les milliards de milliardaires à Macron. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il faudra qu'on enregistre des coulisses aussi, tout ce qui se dit en antenne. Il y avait un débat animé entre Boyaki et Karim et Audrey et moi-même. Nous étions spectateurs. Voilà, en tout cas, on sent qu'on va se régaler quand même pour faire quelques petits débats dans quelques jours. Ce soir, notre ami Nabil, DJ Nabil, pour parler musique, recevra Faisal Mignon à partir de 22h. Il y a de la conviction dans l'air. Eh oui, dans le cadre de l'émission Tapis Rouge, Faisal Mignon, ça ne s'invente pas, les amis, ce soir. Pardon? Non, j'ai voulu faire mon Bafi, mais j'ai dit on peut crier dessus ou pas? Oui, non. Alors, on va maintenant écouter Karim Alouache, qui est un habitant de Bondy d'abord. Hein, donc, pour un banquier d'affaires, habiter Bondy. On ne peut pas dire que tu as choisi Neuilly quand même. Karim Alouache, qui a évidemment vu ce qui s'est passé depuis quelques jours depuis vendredi, en fait, depuis que le petit Ayman de 15 ans a été tué, froidement abattu. S'en est évidemment suivi une campagne de désolation, une ville qui a été sous les mois de ce qui s'est passé. Et cette marche organisée cet après-midi à Bondy, à laquelle Karim a participé tout au long de cette émission, qui s'est terminée. Karim, qu'est-ce que cela t'inspire pour essayer d'analyser un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques jours maintenant à Bondy? Oh, il va venir. Il avait dit qu'il n'avait plus qu'1% de batterie et donc il va se connecter. Tu vois, comme quoi on peut être banquier d'affaires et pas être prévoyant. Donc c'est une preuve que la Macronie, ça navigue à vue. Moi je voudrais dire que c'est très intelligent. C'est pas bien ce que tu fais là, il peut pas se défendre. Sans pitié, œil pour œil, dent pour dent. Oulala, c'est pas bien. Attends qu'il soit connecté pour Eh ben viens, j'ai comme ça il aura une deuxième couche. Quand on aime, on compte pas à nous. Alors tu vois, c'est très intelligent lorsque tu es un banquier. C'est ça. Quand tu as beaucoup d'argent, eh ben tu en as forcément plus. Il a acheté quelque part où c'est très pauvre. Et après ils vont virer. Alors ça se saurait si les banquiers n'avaient pas d'argent, mademoiselle. Ils sont pas très pauvres les banquiers, Audrey, quand même. Excuse-moi. Ils ont pas tous. Sans exception. Oh là là. Alors justement, ils achètent là où c'est pas cher. Ils font en sorte de faire virer tous les pauvres et donc ça va prendre la plus-value. Faites attention à votre banquier. Bon, il est revenu Karim ou pas? Karim, est-ce qu'il est là ou pas? C'est une idée reçue, je trouve. Non, il est toujours pas là. Ouais. Bon, alors Karim, j'espère le retrouver avant 18h parce que l'émission se termine. J'en profite pour faire une petite précision. Quelques auditrices et auditeurs ont trouvé la délicatesse de me faire le reproche, et ils en ont raison, mais faut-il encore que ce soit justifié, d'avoir été extrêmement indulgent envers le consul de Créteil, consul d'Algérie. On me reproche de ne pas lui avoir évoqué et parlé avec lui de Hirak. On me reproche d'avoir... Non, du Hirak. Et on me reproche aussi de ne pas avoir apporté la contradiction en disant oui, on ne reconnaît pas Christophe qui d'habitude, etc., etc. Je voudrais juste préciser une chose. Si ça avait été l'ambassadeur ou un politique algérien, on aurait pu me faire le reproche. Il n'y avait aucun souci. Sauf qu'avec un consul, on ne va pas parler politique, mais on va parler de ce qui l'intéresse et de ce pourquoi il est interviewé, c'est-à-dire l'actualité consulaire et en particulier toute l'actualité autour du rapatriement. Il faut le rappeler, je le salue et je le précise ici, ayant vu un petit peu comment ça s'est passé, le consul de Créteil d'Algérie a fait un travail extraordinaire en matière de rapatriement depuis le début de la crise. Je vous donne un chiffre, seulement un chiffre qui parle de lui-même, 40 000 rapatriés en un an. 40 000. Donc c'est tout un travail, toute une logistique, et vous le savez, dans des difficultés qui sont incroyables. C'est comme dans quelques jours, je vais interviewer le consul général du Maroc. Est-ce que vous pensez une seule seconde que je vais aborder avec lui la normalisation? Bien sûr que non. Donc ne soyons pas stupides, ne soyons pas dans la caricature et cessez vos procès d'intention. Comme je l'ai dit hier, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je fais mon travail comme je l'entends, j'interroge les gens comme j'ai envie. Après, libre à chacun de pouvoir critiquer, mais je n'ai aucune leçon à recevoir. Ça, faut que ça soit dit.
Karim Alouache, est-ce qu'il est de retour? Oui, je suis là, désolé. Voilà. Je t'ai entendu juste sur la fin de ton mot, mais bon. Alors, juste, s'il te plaît, Karim, nous dire un petit peu ton sentiment suite à ce qui s'est passé à Bondy. Non pas essayer de chercher les coupables, ni les responsables. En fait, voilà. En fait, ce qui s'est passé à Bondy, et j'ai vu les personnes présentes, ce ne sont pas des personnes forcément militantes, ce ne sont pas des personnes forcément visibles, c'est Monsieur Tout le Monde, et quand je dis Monsieur Tout le Monde, c'est vraiment Monsieur Tout le Monde. Ayman Alayarahmos, paix à son âme, était un enfant qui vivait dans une zone pavillonnaire, dans un pavillon, avec des parents qui travaillent, qui était plutôt bon élève, qui allait au centre aéré pendant les temps libres. Donc, ce n'est pas un enfant qui traînait, qui était très occupé aussi par le sport. Il a fait de la natation pendant des années où il a été exemplaire, un gamin qui travaille, qui a le sens de la compétition. Il s'est mis à la boxe dans un club de boxe où son entraîneur disait de lui que c'était un très bon compétiteur, qu'il en voulait, un bagarreur. Vous savez, moi, je suis vraiment un combattant de la méritocratie. Donc, globalement, il ne cochait aucune case de ce que l'on peut mettre autour de la délinquance. Ce ne sont pas des bandes rivales, ce n'est pas lié au trafic de drogue, comme on a pu l'entendre. Un nom maghrébin, un crime, et être dans 93, ça ne veut pas dire qu'on est un trafiquant. En fait, ce crime ne correspond à rien, si ce n'est une querelle sportive, je dis bien sportive, entre un gamin et un autre, où, sous ce prétexte, un jour, deux adultes prennent les armes pour aller l'assassiner. C'est ce qui est stupéfiant. La deuxième chose qui a touché le peuple, c'est les Bondinois, mais je pense toute la France, ça s'est passé dans un centre aéré. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'espace public, parce que les centres aérés, c'est ou les maisons de quartier, mais souvent les écoles, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de je suis d'innocence. Il n'y a plus de cadre avec le mot cadre au sens protection du cadre. Protection. Parce que, vous savez, les parents seraient en droit de dire écoutez, moi, je vous ai confié mon gamin, il est mort chez vous. Ça sera probablement pas leur démarche, les pauvres. Je ne sais pas comment survivre de ça. Vous imaginez, on dit aux gens, mettez vos enfants dans des activités, faites du sport, travaillez bien à l'école, et puis quand ils ont du temps libre, il ne faut pas qu'ils traînent, alors mettez-les au centre aéré. Et aujourd'hui, la maman, qu'est-ce qu'elle se dit? Si mon fils n'était pas allé au centre aéré, il serait vivant encore aujourd'hui. Si mon fils n'avait pas été un sportif et qu'il gagnait les compétitions, il serait peut-être encore vivant aujourd'hui. Vous imaginez? Vous imaginez? Alors demain, ça va être quoi? Je suis meilleur que toi à l'école, j'ai des meilleures notes, et puis on vient faire une expédition punitive. Et c'est là où je dis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle, bien sûr. Moi, j'ai une fille de 11 ans, je me dis, demain, il peut lui arriver un truc comme ça. J'étais pendant la marche avec un voisin qui a un garçon qui est ami du petit frère d'Ayman, et qui a dit à son père, papa, je ne veux plus retourner au foot, si je gagne un match de foot, et que je vais me faire tuer. Non, mais vous voyez le niveau que l'on a atteint. Et moi, la question, parce qu'on revient toujours au même débat, on revient toujours aux mêmes choses, c'est les parents, l'école. Donc moi, je ne vais pas dire c'est de la faute des parents, je ne vais pas dire c'est de la faute de l'école. Moi, je veux poser la question, est-ce qu'il y a défaillance de l'école qui a quand même un rôle? Alors on dit non, l'école n'est pas là pour éduquer, mais je suis désolé, le ministère s'appelle l'éducation nationale. Et dans l'éducation nationale, il y a éducation. Et où l'on forme des républicains, où on l'éduque des républicains, il y a les parents quand même qui distribuent, qui éduquent au sens valeur, respect et autres. Et il n'y a pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est un ensemble. Et puis, il y a peut-être autre chose. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais, je pense, jamais en France, ce niveau de violence, c'est-à-dire une querelle compétitive, mais aboutit à l'assassinat par deux personnes, la plus âgée a 27 ans et on parle d'un gamin de 15 ans. C'est ça qui est hallucinant. Alors, Karim,
Merci d'abord pour ce Où est-ce qu'ils trouvent les armes? Audrey, rapidement, il nous reste 2 minutes. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, quand je l'ai appris, je discutais avec mes collègues du Bondi Blog sur WhatsApp et c'est arrivé. Avec tes collègues du Bondi Blog, toi, Audrey, hein, ça m'inquiète absolument. Non, c'est normal. J'écris dans ce journal et pour le coup, la rédaction est à 2 rues du centre Nelson Mandela et effectivement, la loi de proximité joue et puis même, comme disait Karim, ça reste un enfant qui a fait un match de boxe, son père est venu pour le soutenir. Moi, je sais pas, demain j'ai une fille, je vais voir ma fille à son spectacle de danse et puis à la sortie de son spectacle, et elle se fait tirer dessus. Non, mais c'est carrément ça, quoi. Donc voilà, la question qui se pose aujourd'hui, c'est oui, on a dépassé un cap, comme tu l'as dit, Karim. Comment ils trouvent les armes? Comment ils peuvent se dire que c'est la solution pour résoudre le problème? Rivalité, compétition, il y en a un, il n'a pas accepté d'avoir été vaincu. Alors voilà, c'est ça la solution? On va se tirer dessus? Et voilà, aujourd'hui, ils en sont là, les gamins. C'est ça. Bon, alors, on a écouté tout à l'heure Philippe qui s'était exprimé là-dessus. On arrive au terme de cette émission. Merci d'abord pour cet échange houleux, mais toujours aussi respectueux et sympathique. Oui, j'espère que les auditeurs en ont été témoins. Karim Alouache, merci beaucoup. Merci mon Philippe pour l'équipe. Merci à vous. Merci ma Audrey. Merci à vous tous. Et rendez-vous demain avec encore un trio, Latif Haché, Razik Métiche et Hicham Terak, demain entre 16h et 18h. À l'écoute du grand forum, c'est du lourd tous les jours dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du couvre-feu. Et demain, on nous annonce. Salut mon Karim, salut à tous. Rendez-vous demain. Merci mon Nabil pour la réalisation technique de cette émission. Avec plaisir. Et dans un instant, Medjahed pour la Robla, bien entendu. Et ce soir, ne loupez pas l'émission de Nabil à 22h. Tapis rouge avec Faisal Mignon ce soir. Salut à tous et à demain. Ciao. Ciao. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Strasbourg et toute sa région. France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Poitiers et toute sa région.